Donc la conférence de ce soir, c'est une conférence que j'ai faite depuis quelques mois, mais qui, pour des raisons techniques, n'a jamais été bien enregistrée, donc que l'on refait. Vous n'êtes pas obligé de me croire, mais c'est vrai que ça fait pratiquement 1 an que j'ai fait cette conférence. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle est toujours d'actualité, puisque la question de l'euro, et il suffit de le voir, eh bien, est en train de broyer. Comme vous le voyez, on a vu le drapeau de la Grèce, le drapeau de l'Irlande, le drapeau du Portugal. Elle est en train de broyer progressivement non seulement les souverainetés d'un certain nombre de nos États membres de l'Union européenne, mais également de détruire le niveau de vie, les acquis sociaux des Grecs, des Espagnols comme ici, des Italiens et aussi des Français, on y reviendra, et puis également de nous mener vers des conflits d'une très grande importance en termes sociaux et politiques. Alors, la tragédie de l'euro, je commence tout de suite. En fait, il y aura 2 grandes parties dans cette conférence. Une première partie qui est une partie de nature historique, et une deuxième partie qui est une partie de nature technique que j'essaierai de présenter, comme j'essaye toujours de le faire, de la façon la plus compréhensible et la plus claire possible pour le grand public. Parce que vous savez, il y a une façon de manipuler l'opinion publique française, c'est d'essayer de lui raconter n'importe quoi en se prévalant d'une espèce de jargon technicisant qui intimide la population. Donc personnellement, j'évite toujours le jargon, j'applique la maxime chère à nos aïeux de la grande pensée française, la pensée classique française. Je pense à Nicolas Boileau dans l'Art poétique, sous Louis XIV, qui écrivait cette formule fameuse « Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément ». Donc ce qui faisait normalement la qualité de la pensée de la langue française, c'était d'expliquer clairement des choses complexes. Et si vous lisez d'ailleurs les grands écrivains du XVIIIe siècle, les grands penseurs économiques, par exemple, ou politiques du XVIIIe siècle, ou du XIXe siècle, ou encore du début du XXe siècle, et vous trouvez une langue très pure et très claire. Alors que de nos jours, eh bien, nous avons une langue qui souvent est volontairement absconse, obscure, utilisant des mots dont on ne connaît pas bien la signification pour clore le bec des gens. Par exemple, les gens vous disent ce qu'il faut sur l'euro, c'est une meilleure gouvernance. Bon, personne ne sait ce que ça veut dire qu'une meilleure gouvernance. Moi, j'ai demandé c'est quoi une gouvernance. On ne sait pas ce que ça veut dire. Donc, on essaye de régler des problèmes en mettant des mots qui sont des mots obscurs. Alors, c'est, je crois, l'une des l'une des lignes directrices que je me fixe quand je fais ces conférences publiques, c'est d'essayer de me mettre à la portée de tout un chacun, et de moi-même d'ailleurs, parce que je suis comme tout le monde, c'est-à-dire que quand j'ai découvert des problèmes techniques, je ne suis pas plus malin que tout le monde, j'ai essayé simplement de les comprendre à fond, c'est-à-dire jusqu'au bout, en essayant de comprendre qu'est-ce qu'il y avait derrière. Voilà. Et on s'aperçoit qu'on peut rendre les choses simples et claires. Donc, premièrement, qu'est-ce que c'est qu'une monnaie ? Qu'est-ce qu'une monnaie ? Pour ceci, vous savez que je suis un passionné d'histoire, je vous propose de revenir très loin en arrière, sous l'Antiquité grecque, et notamment sous Alexandros Omégas, c'est-à-dire Alexandre le Grand, l'une des très grandes figures de l'histoire de l'Antiquité, le fils de Philippe de Macédoine, qui, comme vous le savez, a conquis une très grande partie de l'univers connu. Ça reste un homme politique d'une ampleur exceptionnelle. Il est question des victoires d'Alexandre dans la Bible, et je vais citer au cours des quelques planches qui suivent la Bible, dans l'Ancien Testament, à l'intérieur de l'Ancien Testament, dans le premier livre des Maccabées, et en l'espèce, il s'agit du préambule, le chapitre 1, les versets 1 et 4, c'est dans la traduction en français de l'École biblique de Jérusalem, paru chez Desclée de Brouve en 1955. Donc, dans l'Ancien Testament, qu'est-ce que l'on apprend ? On apprend qu'Alexandre, fils de Philippe macédonien, poussa jusqu'aux extrémités du monde en amassant les dépouilles d'une quantité de nations. Et la terre se tut devant lui. Il amasse une quantité de nations. Il va en faire un empire. Et la terre se tut devant lui. Le cœur d'Alexandre s'exalta et s'enfla d'orgueil. Eh bien oui, les empires, ceux qui bâtissent des empires, ceux qui piétinent les nations, sont toujours victimes du péché d'orgueil.
Il rassembla une armée très puissante, soumit provinces, nations, dynastes et en fit ses tributaires. Comme vous le savez, Alexandre le Grand va mourir au cours de ses pérégrinations du côté de l'Indus, et ensuite son empire fugitif, comme finalement tous les empires, eh bien son empire fugitif a été découpé en quatre grandes entités étatiques, dont l'une a été dévolue donc à certains de ses successeurs, et notamment la Palestine ou la Judée, qui a échu donc à certains de ses successeurs, qui étaient donc la dynastie des Séleucides. L'un des successeurs, des lieutenants de Alexandre le Grand, s'appelle Antiochos Épiphane, qui a imposé sur l'ensemble de ces terres, donc notamment en Judée, Samarie, en Palestine, qui sont, si on parle de ces pays, c'est parce que c'est là que se passe l'histoire de la Bible, il a imposé une monnaie unique, qui est celle avec son effigie. Et voilà ce que nous dit la Bible. En ces jours-là, surgit d'Israël une génération de vauriens qui séduisirent beaucoup de personnes en disant « Allons, faisons alliance avec les nations qui sont autour de nous, car depuis que nous nous sommes séparés d'elles, bien des maux sont advenus. » Ce discours leur parut bon. Plusieurs parmi le peuple s'empressèrent d'aller trouver le roi, qui leur donna l'autorisation d'observer des coutumes païennes. Ils construisirent donc un gymnase à Jérusalem, selon les usages des nations, se refirent des prépuces et renièrent l'alliance sainte pour s'associer aux nations. Ils se vendirent pour faire le mal. Le roi publia ensuite dans tout son royaume l'ordre de n'avoir à former tous qu'un seul peuple et de renoncer chacun à ses coutumes. Toutes les nations se conformèrent à l'édit royal. On a ici le fantasme d'un empire qui veut égaliser toutes les nations, nier la spécificité des peuples, vous voyez bien où je vais en venir, par rapport à la situation actuelle. C'est-à-dire qu'on considère que toutes les nations doivent ne former qu'un seul peuple et renoncer chacun à ses coutumes. Comme actuellement, on voudrait que les Français, les Italiens, les Espagnols, les Portugais, les Grecs deviennent tous des Américains ou des Germano-Américains. C'est exactement la même chose. Donc ça, c'est dans l'Ancien Testament, toujours le premier livre des Maccabées, c'est les versets 11 à 14, 41 du préambule, du chapitre 1. Et puis voici que l'un des successeurs d'Antiochos IV, Antiochos VII et Vergète, qui est le roi, donc Séleucide d'origine grecque, lui, il règne sur la Judée entre moins 138 et moins 129 avant Jésus-Christ. Et à ce moment-là, eh bien, il est victime d'une attaque venue de l'Est qui menace la stabilité de son pays. Et Antiochos VII est donc obligé de faire face à deux fronts, un front extérieur et un front intérieur. Parce que comme vous l'avez vu tout à l'heure, je suis passé un peu vite, eh bien, on avait à l'intérieur du peuple juif, dont la Bible raconte l'histoire, une génération de vauriens qui donc veut fusionner avec les autres peuples, et ce qui n'est pas dit dans cet extrait, c'est qu'une autre partie du peuple juif, eux, entre en résistance. Donc certains vont collaborer avec l'empire grec séleucide, et d'autres des Juifs vont entrer en résistance. Or, Antiochos VII, donc l'un des lointains successeurs d'Antiochos IV, se trouve confronté, j'y reviens, à d'un côté une attaque venue de l'extérieur, et d'un autre côté le front intérieur de la résistance juive contre la dynastie des Séleucides grecs. Et donc, Antiochos VII va essayer d'arrêter la contestation interne en rendant au peuple juif une partie de sa liberté. C'est ce qui est décrit dans le premier livre des Maccabées, dans le chapitre 15. Et prêtez attention à ce qui est écrit. Le roi Antiochos à Simon, grand prêtre et ethnarque, et à la nation des Juifs salue. Donc il convoque le chef des Juifs insurgés. Puisque ces malfaiteurs se sont emparés du royaume de nos pères, il s'agit de ceux qui attaquent de l'extérieur le royaume des Séleucides, que je prétends revendiquer la possession du royaume afin de le rétablir dans sa situation antérieure,
et que j'ai levé quantité de troupes et équipé des vaisseaux de guerre avec l'intention de débarquer dans le pays pour tirer vengeance de ceux qui l'ont ruiné, qui ont dévasté, eh bien moi, Antiochos VII, je te rends ta liberté, et donc, il dit, je te permets de battre monnaie à ton empreinte avec cours légal dans ton pays, que Jérusalem et le temple soient libres, que toutes les armes que tu as fabriquées et les forteresses que tu as bâties et que tu occupes te demeurent. Premier livre des Maccabées, chapitre 15, versets 1 à 8. Traduction de, comme je vous l'ai cité tout à l'heure, de l'École française de Jérusalem. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que dans ce livre, qui a plus de 2 millénaires, c'est la première fois dans l'histoire, dans un texte écrit de toute l'histoire du monde, que l'on découvre l'idée que la liberté est consubstantielle pour un peuple à l'idée de battre monnaie à son empreinte. Actuellement, la monnaie, enfin à l'époque, la monnaie, c'était celle d'Antiochos VII que l'on voit ici. C'est marqué d'ailleurs ici en grec, Antiochos, et donc Evergatos. Et là, vous avez son profil à l'avers de la monnaie. Ensuite, d'ailleurs, suite à cette décision, et là ce sont des monnaies réelles que je vous présente, eh bien nous avons ici, quelques années après, une monnaie juive qui a été frappée sous le règne de Yochanan Hyrcanos, que l'on appelle dans la Bible, selon les traductions, Jean Hyrcan Ier, qui a été frappée entre moins 134 et moins 104 avant Jésus-Christ, donc juste après la décision d'Antiochos VII. Et comme on le voit, cette monnaie, il n'y a plus Antiochos VII, justement. On voit au contraire qu'il y a une écriture en hébreu. Cette monnaie a été frappée à l'empreinte du grand prêtre des Juifs, conformément à la décision d'Antiochos VII. Ça, c'est un shekel qui a été frappé pendant la révolte célèbre de Bar Kokhba contre l'Empire romain en 132-136 après Jésus-Christ. Cette monnaie frappée par les Juifs révoltés contre l'Empire romain représente la façade du temple de Jérusalem à l'avers, on le voit ici, et au revers un lulav, c'est-à-dire une feuille de dattier, avec la mention écrite en hébreu pour la liberté de Jérusalem. Alors tout ceci, ça veut dire quoi et quels sont les enseignements que l'on peut en tirer de ce texte qui, pour la première fois, je réinsiste, dans l'histoire mondiale, parle de la monnaie? Eh bien, depuis 2140 ans à peu près, la Bible, c'est-à-dire le livre par excellence de la culture judéo-chrétienne, cette sagesse des nations, il ne s'agit pas pour moi, je ne me prends pas pour un prédicateur américain, il ne s'agit pas pour moi de faire un prêche, il s'agit simplement pour moi d'attirer l'attention sur l'un des textes fondateurs de la civilisation dans laquelle nous sommes. Cette sagesse des nations qui se situe au confluent des influences juives, grecques et romaines, eh bien, nous a mis en garde depuis 2140 ans. La liberté d'un peuple est consubstantielle à son droit de battre monnaie à son empreinte, comme dit le texte biblique. La monnaie, c'est la souveraineté d'un peuple. La monnaie, c'est la liberté d'une nation. Une monnaie plurinationale n'est pas durable. En tout cas, c'est l'exemple d'Antiochos VII qui est obligé de ruiner sa propre monnaie unique qu'il avait voulu imposer. Ce qui est intéressant, c'est pour ça que je commence ma conférence par cette référence, c'est que toute l'histoire ultérieure a donné raison au premier livre des Maccabées, et pas seulement dans la sphère de la Palestine. Ici, c'est un sesterce, qui était la monnaie unique de l'Empire romain. Vous voyez d'ailleurs, il est frappé, si vous arrivez à lire Vespasianus, c'était frappé à l'effigie de Vespasien, de l'empereur Vespasien. Vous savez qu'il est resté célèbre d'ailleurs dans l'histoire, l'empereur Vespasien, puisque à Rome, pour avoir des rentrées budgétaires, eh bien, il avait décidé d'imposer un droit d'entrée, une petite taxe, pour aller dans les latrines. C'est à partir de ce moment-là, d'ailleurs, qu'on a appelé ça des Vespasiennes. Et il avait un fils, Titus, c'est sous le règne de Titus qui a eu d'ailleurs l'explosion du Vésuve et l'ensevelissement de Pompéi. Titus, son fils, lui a reproché. Et Vespasien prend un sesterce et lui met sous le nez et lui dit « l'argent n'a pas d'odeur ». C'est de là que vient cette expression. Eh bien, l'Empire romain, aussi grand qu'il fut, s'est désintégré, et avec lui, eh bien, la monnaie unique de l'Empire romain, le sesterce, fut démantelée avec la dislocation de l'Empire romain. Lui succéda notamment dans la partie orientale de l'Empire, après la révélation au prophète Mahomet,
lui succéda le califat omeyyade installé à Damas, qui s'était étendu sur une très grande partie des terres conquises par les califes, les premiers successeurs du prophète. Eh bien, le dirham, qui était la monnaie unique du califat omeyyade, s'est également désintégré avec la dislocation du califat. Je ne vais pas vous parler trop des monnaies antiques, je vais plutôt vous parler des monnaies de l'âge classique. Des monnaies qui nous concernent plus directement et qui remontent au cours des 300, 400 ou 500 dernières années. Charles Quint, comme vous le savez, né en 1500, héritier des Habsbourg, devient en 1519, à 19 ans, il devient l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Et en plus de ça, il a donc son fils, Philippe II, qui va bénéficier des conquêtes que vont faire sous Charles Quint puis sous Philippe II les conquistadors. Vous savez que Cortés va conquérir le Mexique. Vous savez qu'ensuite Pizarro va conquérir le Pérou. Et à chaque fois, on va trouver au Mexique puis au Pérou des mines d'or ou des mines d'argent. Et puis ensuite, les Espagnols conquerront des îles situées au large, à l'est et au sud-est du Vietnam, et qui s'appelleront les Philippines en l'honneur de Philippe II. Eh bien, sous Philippe II, l'Espagne possédait donc ces territoires en Europe, la famille de Habsbourg, avec les Flandres, la Bourgogne, le royaume des deux Siciles et puis une partie de la péninsule espagnole, toute une série des Açores, les Canaries, etc., toute une série de points de comptoir le long de l'Inde notamment ou de la côte orientale de l'Afrique, mais surtout bien les conquêtes de Cortés, de ses lieutenants dans l'isthme panaméricain, et puis les conquêtes de Diego de Almagro ou de Pizarro, notamment au Pérou. Et les Espagnols vont donc imposer une monnaie qui est considérée par les spécialistes comme la première monnaie supranationale des temps modernes, qui s'appelle le réal espagnol. Ce réal espagnol circule dans toutes les Amériques, justement, qui sont sous domination espagnole, et pas seulement, on va le voir dans un instant. Alors il est intéressant de regarder cette monnaie. Elle est passionnante. On y voit dessus, vous voyez, deux hémisphères, et puis une couronne, et puis ici, deux colonnes. Alors regardons-la d'un petit peu plus près, cette monnaie. Il est marqué ici, le long du listel, Utraque unum. Utraque unum, c'est une monnaie plurinationale, c'est la monnaie de l'Empire espagnol. Utraque unum, c'est du latin. Utraque unum, ça signifie, et c'est une formule qui est reprise d'une lettre de saint Paul aux Éphésiens, toujours la Bible, ça signifie « nous sommes tous un ». Nous sommes tous un, nous sommes tous les peuples ne forment qu'un. Nous sommes tous une seule monnaie, un seul peuple et un seul empire. Il s'agit d'affirmer la volonté de bâtir un empire mondial. Vous avez vu, je reviens un instant, cette monnaie-là, celle-ci, a été frappée en 1736. Donc c'est la même pensée que Antiochos IV, dont je parlais tout à l'heure. C'est la même pensée que celle qui agite actuellement l'Europe. Il s'agit de faire tous un seul et même peuple, et notamment à partir d'une monnaie. Ce qui est intéressant, c'est que sur cette monnaie, vous voyez, il y a deux colonnes et puis il y a des banderoles, des guirlandes qui s'entourent autour de la colonne. Et si je reviens un tout petit peu en arrière, vous voyez qu'il y a marqué plus ultra. Plus ultra, voilà, c'est la devise qui était la devise de Charles Quint, qui a été reprise ensuite par la monarchie espagnole, plus ultra, en français. Ultra, ça veut dire outre, au-delà. Donc la formule, c'était toujours plus au-delà. Toujours plus au-delà, et puis on voit qu'il y a l'univers. Ça veut dire quoi, toujours plus au-delà? Et c'est quoi ces deux colonnes? Eh bien, ces deux colonnes représentent en fait ce que l'on appelait les colonnes d'Hercule. Toujours plus au-delà des colonnes d'Hercule. C'était quoi les colonnes d'Hercule? Pour ceux d'entre vous qui ne le sauraient pas, c'était ce que les anciens romains et grecs considéraient comme étant la pointe sud de l'Espagne, avec ici le rocher de Gibraltar, et puis la pointe nord du Maroc. Donc toujours plus au-delà de ces colonnes, ça veut dire toujours plus dans la conquête de l'univers, pour ne former qu'un seul et même peuple, pour former un empire mondial. C'est ça l'objectif. J'ajoute d'ailleurs au passage que ceux d'entre vous qui s'intéressent à l'Espagne, allez jeter un œil sur le drapeau de l'Espagne d'aujourd'hui. Il y a exactement ces deux colonnes d'Hercule avec justement toujours le plus ultra. C'est une réminiscence. Regardez
l'une de ces colonnes, avec cette banderole qui s'entoure autour, là où il y a marqué « Ultra », est-ce que ça ne vous fait pas penser à quelque chose? C'est difficile à trouver, mais quand je vous l'aurai montré, vous l'aurez compris. Eh bien, regardez-le de très près. Nous avons ici une colonne avec une espèce de banderole qui s'entoure autour, et une façon de le symboliser, c'est ceci. C'est le symbole du dollar. Eh bien oui, pourquoi? Parce que tout simplement, le réal espagnol était étendu dans toutes les Amériques et fut utilisé notamment dans les colonies britanniques du Nouveau Monde, avant la création du dollar, avant qu'il y ait les premiers dollars fabriqués au début du 19e, à l'extrême fin du 18e siècle, au début du 19e siècle, les colons britanniques utilisaient le réal espagnol. Et donc ils ont utilisé ceci comme symbole du dollar. C'est quand même un clin d'œil assez extraordinaire pour voir qu'à quel point le dollar lui-même a repris cette volonté d'être une espèce de monnaie mondiale, notamment avec les accords de Bretton Woods. Et puis, regardez là encore cette monnaie, parce qu'elle va disparaître bientôt. Elle va disparaître parce que, comme vous le savez, suite à la Révolution française, qui commence en 1789, qui connaît un rebondissement considérable en 1792 avec le manifeste du duc de Brunswick, qui met à feu et à sang d'un seul coup Paris. Le manifeste arrive fin juillet 1792. Le peuple français, donc, il demande les émigrés en Europe, qui ont levé l'ensemble des troupes d'Europe pour aller mater la Révolution française. Et bien donc le chef des émigrés, le duc de Brunswick, envoie à Paris un ultimatum. Il faut rétablir Louis XVI et sa famille dans leurs anciennes prérogatives de monarque absolu. À ce moment-là, le peuple français se précipite aux Tuileries, incarcère Louis XVI, l'envoie à la prison du Temple. Donc c'est un tournant considérable dans l'histoire de France. Et puis, comme vous le savez, on va découvrir quelques semaines après la fameuse armoire forte, et on va découvrir que Louis XVI, en fait, était parjure, puisqu'il traitait avec les émigrés au lieu de respecter la Constitution comme il s'était engagé. Et tout ceci va mener à Valmy, la bataille de Valmy le 20 septembre 1792, où donc les troupes européennes essayent de battre les sans-culottes, et à la surprise générale, alors que tout le monde pensait que les révolutionnaires français seraient écrabouillés, eh bien, en fait, ce sont les révolutionnaires français qui gagnent. Et à cette bataille de Valmy du 20 septembre 1792, qui va faire suite le lendemain, le 21 septembre, la proclamation de la République française, qui est un événement colossal dans l'histoire du monde, puisque la France, à l'époque, était le pays le plus peuplé du monde, à part l'Inde et la Chine. Enfin, elle était plus peuplée, beaucoup plus peuplée. La France n'était beaucoup plus peuplée que, par exemple, le Royaume-Uni ou que les colonies d'Amérique. Donc le fait que le pays le plus peuplé de tout le monde occidental connu devienne une république est paru quelque chose d'inimaginable pour les gens de l'époque, puisqu'on croyait que les républiques, c'était forcément et seulement un petit État, la République de Florence, la République de Gênes, la République de Venise, par exemple. Eh bien, si je vous parle de cette histoire, c'est parce que le 20 septembre 1792, il y avait à Valmy des latino-américains, notamment Francesco de Miranda, qui va devenir un des lieutenants de Bolivar et qui va porter les idéaux révolutionnaires français en Amérique latine. Et le début du XIXe siècle va voir le début de la désintégration de l'Empire espagnol, avec des révolutionnaires qui vont se prévaloir des idéaux de la République française, de la Révolution française, pour réclamer leur liberté et leur indépendance, ce qui va mener à la destruction du réal espagnol à partir de 1823, le démembrement du réal espagnol, monnaie unique de l'Empire hispanique, avec l'apparition en 1813 du peso argentin, où l'on voit d'ailleurs ici, vous voyez un bonnet phrygien qui est une reprise, un copier-coller des symboles révolutionnaires français, avec marqué dessus donc En Unión y Libertad. Là, en 1817, c'est pas à partir de 1823, c'est à partir de 1813, il y a une petite erreur dans ma planche. En 1817, le peso chilien. En 1821, le peso colombien. En 1822, le réal péruvien. Vous voyez donc qu'à chaque fois, la monnaie qui était la monnaie d'un empire universel, enfin qui se voulait telle, va se désintégrer en monnaie nationale. En 1824 apparaît le réal mexicain. En 1825, le peso bolivien, avec la création de ce pays qui prend le nom du Libertador de Simón Bolívar. Entre 1830 et 1879, selon un processus très chaotique dû à l'histoire particulière du Venezuela, va arriver le Bolivar vénézuélien.
Et puis le tout dernier démembrement, ça sera en 1904, avec la création du Balboa panaméen, pays qui est un démembrement lui-même de la Colombie et où les États-Unis ont joué un rôle très considérable pour détacher ce morceau. Pourquoi ? Parce que, comme vous le savez, c'était là que se situait le canal transocéanique entre l'océan Atlantique et l'océan Pacifique qui avait été construit, dont l'origine était française avec Ferdinand de Lesseps, qui avait, quelques années auparavant, construit le canal de Suez. Il est à noter donc que toutes ces monnaies se sont créées en quelques années, dans des convulsions révolutionnaires. La création du Balboa panaméen fut réglée en quelques semaines avec l'appui des États-Unis. Alors, avançons dans l'histoire et examinons quelles sont les autres monnaies impériales qui ont connu le même sort. Et comme nous allons le voir, toutes les monnaies plurinationales de l'histoire se sont toujours désintégrées. Ça, c'était le kurush, qui était la monnaie unique de l'Empire ottoman. Vous voyez ici l'église de Sainte-Sophie, transformée en mosquée à partir de la victoire de 1453 de Mahomet II. La monnaie unique de cet Empire ottoman avait été imposée sur toutes les conquêtes de l'Empire, et notamment des pays sur le continent européen. Vous savez que l'Empire ottoman, notamment sous Soliman le Magnifique, mais ensuite sous ses successeurs, avait gagné une grande partie de l'Europe orientale, l'actuelle Grèce, l'actuelle Bulgarie, l'actuelle Roumanie, l'ex-Yougoslavie, l'actuelle Hongrie, étaient devenus des pays de l'Empire ottoman. Et la poussée ottomane avait été arrêtée en 1683 au siège de Vienne. Et à partir du XIXe siècle, on va parler de l'homme malade de l'Europe, avec la désintégration de cet empire qui entre en décadence de 1828 à 1918. En 1828 apparaît le phénix grec. Alors c'est intéressant parce que ça fait suite à la bataille de Navarin de 1827, où les flottes françaises, anglaises et russes viennent battre au large de la Morée les troupes de l'Empire ottoman. Et donc c'est le coup d'envoi pour la libération du peuple grec. Le peuple grec, qui était donc sous domination ottomane, crée une première monnaie qui s'appelle le phénix. Vous savez ce que c'est que le phénix ? C'est un oiseau légendaire de la mythologie grecque qui renaît de ses cendres. Donc pour les Grecs, c'était la monnaie qui permettait de faire renaître la nation grecque de ses cendres. Alors suite à cette création, pendant les 4 années qui ont suivi, il y a eu une guerre de libération des Grecs contre l'Empire ottoman, et puis ça a provoqué une flambée d'hyperinflation, de telle sorte que le phénix a été abandonné et qu'une nouvelle monnaie a été créée en 1832, et qui est le drachme ou la drachme grecque. Donc cette monnaie, la drachme, créée en 1832, a été le symbole de la libération du peuple grec de l'Empire ottoman. C'est cette monnaie qui a disparu le 1er janvier 2002 pour être remplacée par l'euro. Euro d'ailleurs dont les Grecs ne voulaient pas entendre parler, même pas du nom. Je rappelle d'ailleurs au passage que le nom de la monnaie unique prévue, la monnaie commune européenne, le nom de la monnaie commune européenne qui avait été prévu par le traité de Maastricht, c'était l'écu, qui était un acronyme anglais, European Common Unit, et puis qui voulait dire en français, faisait penser à l'ancien écu que nous avions connu sous Louis XIV. Et ce sont les Allemands qui avaient voulu in extremis, après la signature et la ratification du traité, avant de lancer la monnaie, avaient imposé le nom de euro, parce qu'ils ne voulaient pas du nom de écu. Pourquoi ? Parce que écu faisait penser aux Allemands à 2 choses désagréables. D'une part, die Kühe, qui veut dire la vache, en allemand, et d'autre part, EQ, EKU, qui est le nom d'une marque de bière. Donc les Allemands se sont réveillés environ 8 ans après la bataille en disant « il n'est pas question de prendre le mot écu, nous voulons un autre mot, et nous, ça sera euro ». Et à ce moment-là, les Grecs ont protesté, parce que euro en grec veut dire urine. Et donc les Grecs ne voulaient pas, plus que les Allemands ne voulaient de vache, les Grecs ne voulaient avoir une monnaie qui s'appelle urine. Mais en Europe, eh bien, il y a des forts et des faibles. On le voit d'ailleurs en ce moment, justement, entre le conflit entre l'Allemagne et la Grèce. Et donc les Grecs se sont vus imposer une monnaie dont le nom même ne lui plaisait pas,
et qui faisait disparaître le symbole même de la liberté qu'ils avaient reconquise à partir de 1828. En 1834, c'est l'Égypte, qui est un gros morceau de l'Empire ottoman, qui commence à se séparer du pouvoir de la Sublime Porte. La Sublime Porte, vous savez ce qu'on appelait la Sublime Porte, c'est-à-dire l'Empire ottoman. Et cet Empire ottoman donc perd l'Égypte et lui est remplacé par la dynastie des Mamelouks, qui crée aussitôt sa monnaie en 1834, la livre égyptienne. En 1867, un peu plus tard, au fur et à mesure, cette fois-ci, que les Russes avancent, Nicolas Ier puis Alexandre II vont progressivement libérer les Balkans de l'emprise ottomane, eh bien, les peuples ainsi libérés créent leur propre monnaie. En 1867, le leu roumain. En 1868, le dinar serbe. En 1881, en bonne dernière, le lef bulgare. Et puis, vous savez que l'Empire ottoman se désintégrera définitivement dans la foulée de la Première Guerre mondiale. La couronne était la monnaie unique de l'Empire austro-hongrois. Cette photo est assez émouvante, puisque l'on y voit ici l'archiduc François Ferdinand avec son épouse à Sarajevo, qui monte dans une calèche et qui va être assassiné quelques secondes après par Princip. Et vous savez que, donc en 1914, que c'est l'événement déclencheur de la Première Guerre mondiale. Déclencheur de cette Première Guerre mondiale qui va aboutir à la destruction des empires centraux et tout particulièrement à la destruction de l'Empire austro-hongrois. Alors l'Empire austro-hongrois, du temps de sa splendeur, avait une monnaie unique qui s'appelait la couronne, qui était d'ailleurs avec une face était écrite en allemand et une autre face était écrite en magyar, c'est-à-dire en langue hongroise. Eh bien, à partir de 1918 et des traités successifs, de Sèvres, etc., qui vont redéfinir la carte de l'Europe, eh bien, la monnaie unique va se désintégrer en même temps que l'Empire austro-hongrois. De 1919 à 1920, la couronne va devenir une partie de l'Empire, va se transformer dans ce qu'on appelle, dans un premier temps, le royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes, et dans un deuxième temps, on appellera ça le pays des Slaves du Sud, la Yougoslavie. Donc, comme vous le voyez sur cette animation que je remonte, eh bien, nous avons en fait cette couronne austro-hongroise qui va ici recevoir dans un premier temps une espèce de timbre national pour nationaliser, rendre l'utilisation de cette monnaie, le temps d'en fabriquer des nouvelles, la rendre uniquement valable à l'intérieur de cette nouvelle entité étatique qui s'appelle la République des Serbes, des Croates et des Slovènes, c'est-à-dire la Yougoslavie. Il en sera de même pour la création de ce pays tout à fait nouveau qui est la Tchécoslovaquie, où on va également imposer un timbre national pour ce nouvel État, le temps de fabriquer en 1919 un des nouveaux billets avec marqué dessus Republika Tchécoslovenska. Il est à noter que l'ensemble du processus de création de la couronne tchécoslovaque fut achevé en 3 mois. C'est à noter parce que nous avons un pays qui n'existait pas, la Tchécoslovaquie, qui est né d'un découpage suite aux négociations avec Clemenceau, les 18 points du président Wilson américain, etc. Vous connaissez cette histoire. Eh bien, ce pays qui n'existait pas, où il y avait donc tout à faire, il fallait donc créer ex nihilo un appareil étatique, une banque centrale étatique, eh bien, en l'espace de 3 mois, et alors même qu'il sort d'un conflit mondial, eh bien, on crée une monnaie nouvelle. C'est pareil pour la nouvelle République d'Autriche allemande, ce que l'on appelle aujourd'hui l'Autriche, qui est un petit pays avec la ville de Vienne, mais qui n'est qu'une petite portion de ce qu'était autrefois l'Empire austro-hongrois. Eh bien, dans un premier temps, on frappe, on met un timbre humide, comme on dit, c'est-à-dire un coup de tampon sur les billets avec marqué, comme vous le voyez peut-être ici, Deutsch Österreich, ça veut dire Autriche allemande. Donc ça a été frappé, ça a été mis aussitôt à partir de 1919, avec cette mention. Ça donne naissance de fait aux premières couronnes autrichiennes, et puis, dans la foulée, il va y avoir les billets de couronne autrichienne qui seront remplacés à partir de 1925, suite à l'extraordinaire flambée d'inflation que l'Autriche a connue un peu comme l'Allemagne en 1923, j'en parlerai tout à l'heure. Cette couronne autrichienne fut remplacée par le shilling autrichien
le 1er janvier 1925. De la même façon, cette couronne donne la naissance aussi à la couronne hongroise. On voit ici le même processus, un coup de tampon avec marqué dessus Magyarország, qui veut dire Hongrie en langue magyare, et puis, juste après, 11 mois après, le 4 mai 1921, le nouveau billet avec la couronne hongroise Egyi Korona. L'ensemble du processus de création de la couronne hongroise fut achevé en 11 mois. Quels sont les enseignements que l'on peut tirer de l'affaire du Kurush ottoman, par exemple, ou de l'affaire du démembrement de la couronne austro-hongroise? Dans tous ces cas, les nouveaux États nés après ces conflits affirmèrent leur indépendance et leur liberté en refusant de rester dans un système de monnaie unique. Ils en avaient une, le Kurush, la couronne austro-hongroise, comme auparavant le réal espagnol pour la Bolivie, la Colombie, etc. Ils ont tous refusé. Et s'agissant de tous ces pays, sortant de la guerre, sans expérience d'État souverain préalable, ils menèrent cette transition sans encombre et en définitive très facilement et rapidement, en gros de quelques semaines dans le meilleur des cas, par exemple la Tchécoslovaquie, à moins de 4 ans dans le pire des cas, notamment avec les rebondissements en Grèce ou en Autriche. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que le même système a prévalu, ce même constat tiré de l'expérience, ce constat empirique. Moi, je ne me gargarise pas de mots et de théories, moi, je regarde l'histoire. Eh bien, on a assisté de la même façon à la désintégration des empires du XXe siècle. La roupie était la monnaie unique du sous-continent indien conquis par le Royaume-Uni. Ici, nous avons une monnaie avec, comme vous le voyez, George VI, roi, King Emperor, roi et empereur des Indes. Eh bien, à partir de la partition des Indes de 1947 et de la libération du sous-continent, eh bien, la monnaie s'est désintégrée avec l'apparition de 2 nouvelles monnaies. La roupie indienne, qui ici va devenir, on reprend la monnaie antérieure, mais on la frappe en mettant cette fois-ci le pilier des 4 lions de l'empereur Ashoka à Sarnath. C'est un symbole bouddhiste, c'est d'ailleurs le symbole actuel de l'Inde moderne, c'est le symbole de la République de l'Inde, de l'Union indienne. Et puis la roupie pakistanaise, puisque vous savez qu'au moment de la partition, il y a une partie qui est devenue l'Inde indienne avec une grande majorité de la population hindoue, et la population musulmane il y a eu des transferts massifs de population qui sont allés à l'est et à l'ouest du pays pour former le Pakistan. Et dans un premier temps, eh bien, on a repris la monnaie, la roupie indienne, et on a fait, comme tout à l'heure je le montrais, dans le cas par exemple de la Hongrie ou de l'Autriche, on a mis un coup de tampon avec marqué Government of Pakistan. C'est écrit en anglais, ici c'est écrit en ourdou, qui est la langue du Pakistan, avec toujours, là c'était un pis-aller, c'était pour faire vite, et puis ensuite l'attente de publier les nouveaux billets, et donc avec les nouveaux billets, avec la figure du père fondateur du Pakistan contemporain, et qui est le musulman Mohammed Ali Jinnah, le docteur Ali Jinnah. L'ensemble du processus de création de la roupie pakistanaise fut achevé en moins de 9 mois. Alors même, je réinsiste sur le fait que le Pakistan n'avait pas d'expérience d'État souverain en tant que tel, c'est une création nouvelle, et alors même qu'il s'agissait des convulsions de la libération et de la décolonisation du sous-continent indien. Je vous renvoie au livre de Lapierre et Collins, La 7 nuits, la liberté. Vous savez qu'il y a eu des dizaines de milliers de personnes tuées dans des affrontements. C'est dans ce contexte extraordinaire que, néanmoins, la nouvelle monnaie pakistanaise fut créée en moins de 9 mois. La piastre indo-chinoise était la monnaie unique de l'Empire français en Indochine. La monnaie de l'Indochine française, on voit d'ailleurs la patte de la France dans ces billets multicolores. Ici, c'est un billet de 100 piastres de l'Institut d'émission des États du Cambodge, du Laos et du Vietnam. Et bien pareillement, lorsqu'à partir de 1947, il y a eu le début de la guerre de libération, et puis 1954, les indépendances, eh bien nous avons vu apparaître les monnaies de ces nouveaux États. En 1947, voici une coupure à l'effigie de Ho Chi Minh du dong vietnamien. C'était 7 ans avant même les accords de Genève qui ont donné leur indépendance au Vietnam, au Cambodge et au Laos.
En revanche, s'agissant du Cambodge et du Laos, il a fallu attendre 1954, l'indépendance formelle, pour voir apparaître le riel khmer et le kip laotien. Vous voyez d'ailleurs que ce billet est à l'évidence fabriqué par des officines françaises, des fabrications françaises. Le franc du Congo belge était la monnaie unique de l'Afrique centrale belge, et bien toujours sur le même processus. De 1960 à 1964, le démembrement de l'empire colonial belge a vu apparaître de nouvelles monnaies. En 1960, c'est le franc congolais. En 1964, le franc burundais. En 1964 également, le franc rwandais, des deuxième et troisième étant donc de ces nouveaux États, Burundi et Rwanda. Le dollar des Caraïbes britanniques était la monnaie unique des Antilles anglaises. Lorsque sont venus le temps des indépendances, de 1964 à 1966, sont apparus le dollar de Trinidad et Tobago en 1964, le dollar du Guyana en 1973, de même que le dollar de la Barbade en 1973. Le shilling est-africain était la monnaie unique de l'Empire britannique d'Afrique de l'Est. Avec les indépendances, de 65 à 66, on a eu le démembrement de ces monnaies. En 1965 apparaît le dinar sud-yéménite. En 1966, le shilling kényan du Kenya. En 1966 également, le shilling de Tanzanie, le shilling tanzanien. Et toujours la même année, le shilling ougandais par démembrement de cette monnaie. La roupie indienne du Golfe était la monnaie unique du Golfe Persique, de toute cette côte, n'est-ce pas, du Golfe Persique, qui était sous domination coloniale britannique. Les Britanniques utilisaient la monnaie, la roupie de l'Inde, dont j'ai parlé tout à l'heure. Elle était utilisée pour l'ensemble de ces pays. Eh bien, à partir des indépendances, à partir de 1961 et au cours des années 70, vont apparaître des nouvelles monnaies de tous ces États. En 1961, c'est le dinar du Koweït, le dinar koweïtien. En 1965, le dinar bahreïni de l'émirat de Bahreïn. En 1966, le rial omanais du sultanat d'Oman. En 1966, le rial qatari de l'émirat de Qatar. Et en 1973, dernière venue en date, le dirham émirati des Émirats, de la Fédération des Émirats arabes unis. Le dollar de Malaya et Bornéo était la monnaie unique de l'Asie du Sud-Est britannique, de l'empire colonial britannique. À partir de 1965-67, sont apparues successivement les monnaies du démembrement de cet empire. En 1967, le ringgit malaisien de Malaisie, le dollar singapourien de Singapour, le ringgit de Brunei Darussalam, du sultanat de Brunei. Vous savez, c'est un petit État qui se trouve au nord de Bornéo. En 1971, rappelez-vous cette monnaie pakistanaise qu'on avait laissée tout à l'heure avec la figure de Mohammed Ali Jinnah. Vous savez qu'en 1971, le Pakistan, qui avait été créé en 1947 avec une partie occidentale et une partie orientale, s'est à son tour désintégré en une partie orientale qui s'est appelée le Bangladesh et une partie occidentale qui a conservé le nom du Pakistan. Pendant la guerre qui a suivi, il y a une guerre terrible qui s'en est suivie, soutenue d'un côté par la Russie et la Chine, de l'autre côté par les États-Unis. Eh bien, excusez-moi, d'un côté par la Russie, de l'autre côté par les États-Unis et la Chine. En 1972, nous avons eu donc la création de la nouvelle roupie pakistanaise, toujours avec Mohammed Ali Jinnah, mais dans un dessin modernisé. Et en 1972, la création du taka bangladais. J'insiste sur le fait que le processus de création du taka bangladais fut achevé en moins d'1 an, alors même que le Bangladesh était, et demeure, mais était à l'époque l'un des pays les plus pauvres de la planète et qui, de surcroît, sortait d'une guerre de libération nationale, d'un conflit. En moins d'1 an, un pays qui était extraordinairement pauvre a créé sa monnaie, qui est le taka bangladais. Et puis, rapprochons-nous maintenant de l'histoire beaucoup plus contemporaine. Le dinar yougoslave qu'on a laissé, vous vous rappelez, en 1919, était la monnaie unique des Slaves du Sud. La désintégration de la Yougoslavie à partir de 1991 a amené le démembrement du dinar yougoslave, avec de 1991 à 1994 création de la kuna croate, en 1992 le mark convertible bosniaque, c'est un nom assez curieux mais c'est effectivement en Bosnie-Herzégovine, c'est une monnaie qui est liée avec ce qu'on appelle un peg, c'est-à-dire un lien avec le mark allemand, c'est marqué dessus, un convertible marka. En 1993, le dinar macédonien. Et enfin, en 2003, le dinar serbe, la Serbie étant l'héritière finale, si j'ose dire,
de la Yougoslavie. Vous voyez notamment qu'on est en plein conflit yougoslave. Entre 91 et 94, la guerre fait rage en ex-Yougoslavie. Eh bien, ça n'empêche pas que nous avons la création de ces monnaies nationales. Rappelons-nous que le rouble soviétique était la monnaie unique de l'Union soviétique, qui avait succédé d'ailleurs au rouble des tsars, ici avec l'effigie de Lénine. Eh bien, comme vous le savez, à partir de 1990, le rouble soviétique comme l'Union soviétique vont se désintégrer. En 1990-93 est créé le Lats letton, la petite Lettonie minuscule, qui proclame son indépendance de la gigantesque Union soviétique et qui, dès 1990, fait éditer ses premiers billets, le Lats letton. En 91 apparaît la couronne estonienne. En 92, le manat azerbaïdjanais. En 93, le litas lituanien. De même que le rouble biélorusse, le leu moldave, le som de Moldavie, le som de Kirghizistan en 1993, le somoni tadjik du Tadjikistan en 1993, le tenge du Kazakhstan, le tenge kazakhstanais en 1993, de même que le manat turkmène du Turkménistan, le drame arménien et le soum-ouzbek de l'Ouzbékistan en 1994, avec, à la fin des fins, la création du nouveau rouble russe. Et puis, la couronne tchécoslovaque était la monnaie unique des Tchèques et des Slovaques. On l'avait laissée, vous savez, après la Première Guerre mondiale. Eh bien, comme vous le savez, à partir de 1993 et de la désintégration de la République tchécoslovaque, la République tchèque a créé la couronne tchèque le 8 février 1993, monnaie théoriquement vouée à disparaître puisque la République tchèque est entrée dans l'Union européenne, a ratifié le traité de Maastricht, a donc pris l'engagement formel d'adopter l'euro. Ça a été annoncé pour 2010, puis 2011, puis 2012, puis 2013, et puis non, ça a été pour l'instant reporté sine die, puisqu'une grande majorité de la population tchèque ne veut pas abandonner la couronne tchèque, et puis parce que par ailleurs, les événements survenus en zone euro depuis 2010 font que désormais les Tchèques ne veulent surtout plus entrer dans ce capharnaüm qui est devenu la zone euro sur laquelle dont je parlerai tout à l'heure. La Slovaquie, elle, a été moins prudente. D'ailleurs, ce sont deux peuples différents, les Tchèques et les Slovaques. Donc, eux, ils ont créé la couronne slovaque le 8 février 1993, mais en revanche, ils ont adopté l'euro le 1er janvier 2009, et donc cette monnaie a duré de 1993 à 2009, a disparu, et maintenant la Slovaquie fait partie de l'euro. Alors, ce vaste tour d'horizon historique, rapide, mais dont j'ai voulu vous montrer quand même rapidement à quel point les mêmes phénomènes ont concerné des zones géographiques, des civilisations extraordinairement diversifiées dans le monde, en Asie, en Amérique latine, au Moyen-Orient, en Europe, en Afrique, partout. Eh bien, ce vaste tour d'horizon historique permet de tirer, je le crois, 8 enseignements capitaux. Le premier enseignement, c'est que la création d'une monnaie supranationale est un classique de toute volonté impériale de colonisation. Depuis plus de 2000 ans, on l'a vu avec Antiochos IV, le concept sous-jacent des monnaies supranationales est toujours le même. Toujours. Sous couvert de faire le bien des peuples concernés. C'est toujours la motivation. Antiochos IV voulait, rappelez-vous, faire un seul peuple, une seule nation, que les Juifs aillent au gymnase, se fassent refaire des prépuces, etc. Que tout le monde soit ainsi. Il s'agissait de faire le bonheur des peuples. De même que faire l'euro, c'était faire le bonheur des peuples. Donc toujours sous couvert de faire le bien des peuples concernés, il s'agit d'imposer une monnaie unique ou une monnaie commune, on verra la différence tout à l'heure, en pensant qu'elle fera naître un sentiment collectif d'appartenance à une même communauté de destin et en lui imposant au passage une même politique budgétaire, économique et financière. Donc si la France avait imposé la piastre indochinoise dans son empire d'Indochine, c'était dans cet objectif-là. L'objectif primordial d'une monnaie supranationale n'est donc jamais technique ou financier. C'est pas vrai. C'est pas pour des motifs techniques, financiers très importants qu'il faudrait faire une monnaie unique ou une monnaie commune. L'objectif est toujours, depuis plus de 2000 ans, un objectif politique et plus précisément un objectif impérial ou colonial. Le deuxième enseignement, c'est que l'euro n'a strictement rien d'original dans son principe. Contrairement à ce que un certain nombre, parce que tout le monde dit
c'est une invention extraordinaire, sans précédent, etc. C'est une banalité affligeante. Au contraire, c'est une monnaie dépendant d'un pouvoir central impérial dont l'objectif est de coloniser des peuples. Comme toute monnaie supranationale, c'est une monnaie de colonisation imposée par un empire. Derrière le réal espagnol, vous vous rappelez qu'on a vu, il y avait la monarchie de Habsbourg, il y avait la monarchie espagnole, Charles Quint, Philippe II et ses successeurs. Derrière le Kourouch ottoman, il y avait le sultan de la dynastie des Osmanli. Derrière la couronne austro-hongroise, il y avait la monarchie de Habsbourg. Derrière la roupie du golfe Persique, derrière le dollar de Malaya et de Bornéo, derrière le shilling de l'Est africain, derrière les monnaies qu'il y avait dans les Antilles, il y avait l'Empire britannique. Derrière le franc du Congo belge, il y avait l'État belge. Derrière le rouble soviétique, il y avait l'État soviétique. Derrière le dinar yougoslave, il y avait l'État yougoslave. Et derrière l'euro, eh bien derrière l'euro, il y a quoi? Eh bien derrière l'euro, il y a ceci. Ceci, c'est une citation que je présente dans toutes mes conférences, mais qui est très importante à comprendre. Je pourrais en montrer d'autres et des quantités d'autres. Ce sont les révélations du Daily Telegraph du 19 septembre 2000. Suite à la déclassification des documents confidentiels défense du département d'État américain à l'été 2000 pour les années 50 et 60. Vous savez que la loi américaine impose aux autorités américaines de déclassifier, c'est-à-dire de rendre public, les documents confidentiels défense, notamment du ministère des Affaires étrangères américain qu'on appelle le département d'État, avec une proximité par rapport aux écrits qui est beaucoup plus courte que ce que l'on trouve dans d'autres pays. En France, il faut attendre 50, 70 ans, 100 ans. Là, ce n'est pas du tout le cas. Les documents confidentiels du ministère des Affaires étrangères américain jusqu'au 31 décembre 1969 ont été rendus publics à l'été 2000. Le Daily Telegraph, The Britain's Biggest Selling Quality Daily, le quotidien britannique de qualité le plus vendu de Grande-Bretagne, c'est un des journaux les plus sérieux du monde, a envoyé l'un des journalistes les plus célèbres du Royaume-Uni, qui s'appelle Ambrose Evans Pritchard, qui est allé voir les documents confidentiels, en l'occurrence déclassifiés. Et voilà ce qu'il écrit dans cet article dont vous trouverez l'intégralité sur notre site internet et l'intégralité de notre traduction. Des documents secrets du gouvernement américain qui viennent d'être déclassifiés montrent que la communauté des services secrets américains a mené une campagne tout au long des années 50 et 60 afin de promouvoir l'unification européenne. Les dirigeants du mouvement européen Ratzinger, le visionnaire Robert Schuman et l'ancien Premier ministre belge Paul-Henri Spaak étaient tous traités comme des employés par leurs parrains américains, donc financés par la CIA américaine et les services secrets. Le rôle des États-Unis fut camouflé comme pour une opération secrète. L'argent de l'AQE, AQE c'est un acronyme pour American Committee for United Europe, Comité américain pour une Europe unie. Structure qui s'est créée après la Seconde Guerre mondiale, qui en dit long d'ailleurs. Est-ce qu'on imagine un comité français pour une Amérique unie, qui militerait pour que Cuba, le Venezuela, le Mexique entrent dans les États-Unis d'Amérique? L'argent de l'AQE provenait des fondations Ford et Rockefeller, donc des fondations privées qui servent de paravent, de blanchiment, si l'on peut dire, à l'origine des fonds secrets du gouvernement américain, aussi bien que de milieux d'affaires ayant des liens d'étroits avec le gouvernement américain. Le département d'État jouait aussi un rôle. Et regardez bien l'une des conclusions de cet article, une note émanant de la direction Europe du ministère des Affaires étrangères américain, datée du 11 juin 1965, conseille au vice-président de la Communauté économique européenne, Robert Marjolin, de poursuivre de façon subreptice, de façon cachée, l'objectif d'une union monétaire européenne. Cette note recommande d'empêcher tout débat jusqu'au moment où l'adoption de telles propositions deviendrait virtuellement inévitable. Donc derrière l'euro, il y a qui? Eh bien, il y a ça. C'est le grand secret, l'un des grands secrets de la situation de l'Europe occidentale de nos jours, d'Europe entière. C'est que l'euro a été voulu par le gouvernement américain de façon confidentielle depuis 1965. Ça fait 47 ans. Constamment, les États-Unis ont exigé d'abord de faire l'Europe, deuxièmement d'avoir une monnaie. Et par ailleurs,
tout a été fait pour empêcher tout débat, pour qu'il n'en soit ainsi, pour que la construction européenne ou la monnaie commune européenne soit imposée au peuple sans qu'il n'y voie bien et sans qu'ils y voient grand-chose. Nous sommes aujourd'hui le 10 mai 2012. Il y a quelques jours, les Français ont élu un nouveau président de la République suite à une élection présidentielle à nul autre pareil dans notre histoire, puisque tous les débats de fond ont été évacués. Les débats ont été réduits à des petites joutes électorales assez minables, mais en particulier la question de l'euro, la question de fond. Qu'est-ce que c'est qu'une monnaie? Qui en a eu l'origine? Est-elle viable? Etc. Tout ceci a été traité par-dessus la jambe quand c'était traité, délibérément attribué à un parti extrémiste, à Madame Le Pen, qui non seulement est d'une incompétence folle en matière monétaire, comme on va le voir, mais qui, de surcroît, y ajoute des commentaires d'extrême droite qui diabolisent aux yeux du grand nombre tout débat sur la question. C'est assez pratique. C'est assez pratique de faire croire que lorsque l'on s'oppose à une monnaie européenne, c'est que l'on a finalement les yeux de Chimène pour le Troisième Reich. C'est le rôle du Front National en France depuis maintenant 29 ans. Et c'est pour ça qu'il est médiatisé. C'est pour ça qu'il est mis tout le temps sur le devant de la scène. En attendant, mais nous avons la réponse à la question que je me posais. Qu'y a-t-il derrière l'euro? Eh bien, derrière l'euro, il n'y a pas d'État européen, puisque celui-ci n'existe pas plus que n'existe le peuple européen, quoi qu'on en dise. Derrière l'euro, il y a un coup d'État du capitalisme financier anglo-saxon venu des États-Unis d'Amérique sur les démocraties européennes. Et c'est à ceci qu'on est en train d'assister désormais, notamment en Grèce, en Italie, en Espagne et bientôt en France. Alors le troisième enseignement, c'est que toutes les monnaies plurinationales, et ça c'est la bonne nouvelle, je viens de vous donner une mauvaise nouvelle, mais la bonne nouvelle c'est que ce système, 2140 ans d'histoire ont montré que ce système ne fonctionne pas. Toutes les monnaies plurinationales se sont toujours disloquées, à toutes les époques, sur tous les continents, dans toutes les civilisations et avec tous les régimes politiques, économiques et sociaux. Dans le combat de David contre Goliath, c'est toujours David qui finit par imposer sa volonté. La misérable Bolivie contre l'Espagne royale, la minuscule Lettonie contre l'Union soviétique, le microscopique émirat du Bahreïn contre l'Empire britannique, le petit Laos contre l'Empire français. Le quatrième enseignement, c'est que la durée de vie moyenne d'une monnaie supranationale, d'un point de vue empirique tiré de l'expérience, est de l'ordre de quelques décennies. La roupie du Golfe Persique a duré 12 ans, de 59 à 71. Le dollar de Malaya et de Bornéo a duré 14 ans. La roupie pakistanaise, 24 ans. Le franc du Congo belge, 44 ans au Rwanda et au Burundi, 73 ans au Congo. Le shilling de l'Est africain, 45 ans. Le franc que nous avions imposé dans les pays du Maghreb a duré 46 ans au Maroc et en Tunisie, 50 ans en Algérie jusqu'en 64. Le dinar yougoslave a duré 47 ans. L'Union latine, dont je n'ai pas parlé, a duré 62 ans. Le rouble soviétique a duré 69 ans. La piastre indo-chinoise a duré 72 ans. Cinquième enseignement, les monnaies nationales qui avaient disparu dans une monnaie supranationale ont toujours réapparu. Toujours. Le drachme grec est réapparu après une éclipse de 2200 ans. C'était quand même la monnaie du temps de Périclès. Réapparu en 1832, disparu en 2002, et qui va réapparaître, tout le monde l'a compris, dans quelques semaines, dans quelques mois ou dans quelques années, mais bon, je crois qu'on peut même maintenant compter en mois. Je le disais, je faisais cette conférence, maintenant il y a plusieurs, pas sous cette forme, mais je disais cela il y a déjà 5 ans, 7 ans, on me riait au nez. J'ai été interviewé en septembre de l'année dernière sur BFM TV par Nicolas Dose, quand j'ai dit qu'il fallait que la France sorte de l'euro, parce que de toute façon l'euro allait exploser.
On m'a apporté la contradiction et depuis lors, M. Dose m'a fait comprendre que je ne serais plus invité sur BFM. Sauf que maintenant, ces jours-ci, c'est M. Nicolas Dose lui-même qui explique aux auditeurs que l'euro va exploser en Grèce. Le dirham marocain est réapparu après une éclipse de plus de 1100 ans. Le dong vietnamien qui avait été recréé avec Ho Chi Minh était une vieille monnaie vietnamienne. Elle est réapparue après une éclipse de 66 ans au nord, de 73 ans au sud. L'Ukraine a recréé en 91 le Karbovanets qu'elle avait déjà créé en 1917, donc qui a subi une éclipse de 74 ans. Le lats letton est réapparu après une éclipse de 53 ans. Le litas lituanien est réapparu après une éclipse de 52 ans, tout comme la couronne estonienne. Le dollar de Trinité-Tobago est réapparu après une éclipse de 29 ans. Le dollar de Belize après une éclipse de 31 ans, etc., etc. D'ailleurs, le franc lui-même a connu des éclipses. Il a été créé la première fois en 1360 pour payer la rançon de Jean le Bon après la bataille de Poitiers de 1356, où le roi de France avait été fait prisonnier par le prince noir, le prince de Galles, ensuite emmené en otage au Royaume-Uni. Et puis vous savez qu'il avait disparu, le franc, sous la monarchie. Et puis qu'il a été recréé par Napoléon sous la forme du franc germinal. Et puis il a disparu en 2002. Mais toute l'histoire du monde nous indique que le franc réapparaîtra. D'ailleurs, à chaque fois que le franc est réapparu, c'était dans un contexte de libération en France. Les monnaies supranationales, c'est le sixième enseignement, suivent empiriquement une évolution en 4 phases. L'observation de l'histoire monétaire mondiale, que je viens avec vous de survoler, révèle que les monnaies supranationales, une fois créées, ne disparaissent jamais immédiatement. Elles subissent ce que j'appelle une courbe d'hystérèse qui franchit successivement 4 phases. La première phase, le pouvoir impérial impose la monnaie supranationale par la force, ou, ce qui revient au même, par des élections sous propagande et par une force médiatique à laquelle on ne peut pas résister. Une propagande outrancière, sans aucun débat, comme le recommandait la note du département d'État américain dont je parlais à l'instant. C'est la première phase. Dans une deuxième phase, les peuples soumis acceptent la monnaie supranationale. Tous, ils n'ont pas le choix. Que ce soit par la force des armes ou par la force des médias, la force politique, ils n'ont pas le choix. La monnaie supranationale est présentée comme un progrès, comme une simplification. Les peuples soumis à l'Empire se sentent contraints de l'accepter, puis finalement ils s'y font, avec un mélange de curiosité, de résignation, en disant on verra bien. On verra bien, disaient les Vietnamiens quand on leur avait imposé la piastre indo-chinoise. On verra bien, pensaient les Grecs quand ils avaient suivi tous les peuples d'Europe on leur avait imposé le kourouche ottoman. On verra bien, pensaient les peuples de la péninsule arabique quand le colonisateur britannique leur avait imposé la roupie du golfe Persique. Et puis vient une troisième phase. La troisième phase, c'est une lente maturation. C'est la divergence des intérêts nationaux et l'arrivée de ce que j'appelle les chocs asymétriques. C'est pas moi d'ailleurs qui ai inventé ce concept. J'en parlerai dans la deuxième partie où je montrerai les arguments techniques qui expliquent pourquoi l'euro va exploser. La divergence des intérêts nationaux et les chocs asymétriques commencent à miner souterrainement, à ronger la monnaie supranationale. De plus en plus, c'est d'ailleurs ce qu'on apprend en lisant le premier livre des Maccabées, la monnaie supranationale apparaît comme une entrave à la liberté. Et elle a des effets pervers. Cette phase, c'est la phase que j'appelle de la décantation. Et puis la quatrième phase, c'est que la monnaie supranationale finit par exploser. Et ce qui est notable, c'est qu'elle explose dans le cadre d'un bouleversement politique libérateur majeur. Toujours. Il n'y a pas de monnaie supranationale qui disparaît comme ça. C'est toujours dans le cadre d'une guerre de libération, d'une guerre de décolonisation, d'un choc politique effarant comme l'effondrement de l'Union soviétique, de la désintégration de la Yougoslavie, donc c'est dans le cadre d'événements politiques majeurs. Le septième enseignement à tirer de cette histoire monétaire mondiale, sur 2140 ans, c'est qu'il est toujours beaucoup plus facile de sortir d'une monnaie supranationale que d'y entrer. Parce que pour y entrer, eh bien, il y a toujours une guerre de colonisation.
La piastre indochinoise, elle n'est pas née comme ça. Il a fallu que la France colonise l'Indochine, à partir de Napoléon III, sous la Troisième République. Il a fallu que, pour avoir le réal espagnol, que l'Empire d'Espagne colonise les peuples indiens d'Amérique du Sud. Pareil pour l'Union indienne. Les guerres menées par le Royaume britannique sur le sous-continent indien ont commencé au XVIIIe siècle et se sont achevées, si on peut dire achevées, au milieu du XIXe siècle pour redémarrer au milieu du XXe. En revanche, comme on l'a vu, retrouver une monnaie nationale est un processus rapide. En 1960, la très pauvre Guinée, bien que totalement sous-développée et sous-administrée, a quitté le franc d'Afrique de l'Ouest et elle est venue à bout des problèmes techniques en 1 an et demi, alors que c'était l'un des pays les plus pauvres du monde. En 1965, la cité-État nouvellement indépendante de Singapour, bien plus développée et beaucoup mieux administrée que la Guinée, a mené à bien la création d'une nouvelle monnaie et l'introduction effective de nouveaux billets en à peine plus de 2 mois. Dans le contexte dramatique de l'effondrement de l'Union soviétique et de la déroute économique qui s'en est suivie, 15 nouvelles monnaies sont nées et la durée qui s'est écoulée entre la décision et la mise en circulation des billets s'est établie, selon les cas, entre quelques mois et 3 ans. Donc l'objection soulevée par les partisans de l'euro sur les prétendues difficultés techniques insurmontables qu'il y aurait à recréer le franc est historiquement totalement fallacieuse. D'ailleurs, c'est à chaque fois le même boniment que l'on a sorti au peuple qui voulait se libérer. Et puis le 8e enseignement, c'est qu'il est faux qu'il y ait une loi de l'histoire qui justifierait l'euro. C'est pas vrai. Il n'y a pas du tout de loi de l'histoire qui justifie la création de l'euro. Au contraire, je viens de vous donner une avalanche d'exemples contraires. Il n'y a au contraire qu'une seule loi monétaire qui a été attestée par toute l'histoire du monde et qui figure, on le voyait en préambule de cette partie, dans le premier livre des Maccabées de la Bible, à chaque peuple sa monnaie. Et nous avons ainsi la réponse à la question de cette première partie. Je posais la question « qu'est-ce qu'une monnaie ?» Eh bien la réponse, une monnaie, c'est un peuple. C'est exactement ce que nous disait la Bible dans le premier livre des Maccabées, et c'est ce que nous a montré toute l'histoire du monde, encore une fois dans toutes les civilisations et sur tous les continents. Et on voit bien d'ailleurs, les événements illustrent mon propos beaucoup plus qu'encore une fois que quand je disais ça il y a 4 ou 5 ans, où les gens étaient dubitatifs. Il suffit d'ouvrir son journal pour voir que la Grèce est en train d'illustrer comment va finir l'euro, puisque les Grecs, c'est un peuple qui n'est pas le peuple allemand, qui n'est pas le peuple français, et que l'euro convient aux Grecs comme un par-dessus à une vache.